Bienvenue à l'écoute de Covid-19, Souvenirs et horizons d'artistes. Ce podcast est dédié au regard d'auteurs photographes sur les effets de la crise sanitaire dans leurs projets et dans leurs pratiques photographiques. Découvrez un témoignage singulier chaque mardi de l'année 2020 sur le site internet de Stimultania et sur sa page Facebook. Aujourd'hui, Dominique Pichard nous livre son témoignage. Dominique Pichard a une quarantaine d'années. Photographe de milieux alternatifs tels les conventions de tatouage et les scènes musicales indépendantes, il axe également ses interventions sur la construction collective de projets artistiques avec des structures à caractère social. Il vit à Strasbourg. Bonjour Dominique, merci de participer au projet de podcast de Stimultania. Parlez-nous de l'intérêt ou de l'utilité que vous trouvez à votre position d'auteur-photographe dans la crise que nous traversons. Bonjour Bruna, merci de me donner la parole. Ce qui revient, c'est la question de sens. Dans ce qu'on fait, je trouve que d'autant plus, maintenant, en fait, notre position prend tout son sens, dans le sens où on a quand même vécu et on vit un moment historique, global, qui porte à réflexion sur énormément de choses. Et je crois que notre rôle d'artiste, c'était de questionner un petit peu tout ça. C'est-à-dire que si on était un petit peu en manque de sujets, là ça va, c'est plutôt un panier fourni en termes de questionnement. Et puis après, c'est mes temps en tant qu'artiste, c'est-à-dire que la photo reste un médium, mais ça peut être tant le texte, l'illustration. Et apporter cette réflexion, questionner, je pense que c'est même assez vital maintenant, puisque ça va aussi dessiner la suite, tant individuellement que collectivement. Et après, il y a plein de façons de le faire. C'est que dans la photographie, peut tant avoir le questionnement personnel, le questionnement d'autrui, le questionnement collectif, la documentation. Je pense qu'on y reviendra certainement, mais il y a vraiment une question de mémoire par rapport à ça, de garder. Il y a quand même quelque chose de fou. Enfin, cette situation, c'était vraiment une mise en lumière, mais qui va vraiment de l'individu au système global, avec les questionnements de qu'est-ce qui fonctionne, puis là, pour le coup, surtout, de qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou plus. Et même en 2 mois, ouais, ça fait 2 mois qu'on est déconfiné, et on a déjà l'impression qu'on réécrit l'histoire, en fait, en quelque sorte. Je dirais, cette notion de temps est intéressante aussi, dans le sens où on a déjà oublié, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, les hashtags n'oublions pas. Et je trouve qu'on oublie vite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette espèce de retour à la normale et une espèce de machine écrasante et de garder une trace. Je pense qu'il faut vraiment, quel que soit le médium, encore une fois, garder une trace et aider à se souvenir. On a la chance en tant qu'artiste, illustrateur, journaliste, chevaucheur de tigres, de questionner ça. Si on travaille avec des publics aussi, ça peut être important de donner la parole. Qu'est-ce que vous pensez de la consolation ? Est-ce que justement vous estimez pouvoir en apporter à travers votre pratique ? Je parlerai pas de consolation, mais avoir ce rôle je disais de parler, mais aussi de faire parler les gens. Tout le monde a vraiment quelque chose à dire par rapport à ça. Enfin, je veux dire, ça a été à différents niveaux un vrai choc pour tout le monde. De pouvoir en parler, en faire quelque chose, de se sentir aussi moins seul. Il y a aussi beaucoup de choses en fait qui convergent dans les réflexions. Alors il peut y avoir des fois un petit peu un déni de tout ça. Mais en réalité, il y a pour moi une vraie leçon en fait, à tirer et avoir une réflexion, encore une fois, individuelle et collective par rapport à ça, quoi. Et je pense que la photographie est un très bon outil pour ça. Et le lien, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, après cette période, dans votre pratique ? Tout, c'est notre rôle aussi de créer le lien et d'autant plus le lien a été tout pendant cette période. C'est un peu ce qui a vraiment sauvé les meubles, le lien entre les gens. C'est-à-dire qu'en ville, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas leur voisin de palier avec qui ils vivaient depuis 10 ans et de retrouver ce lien, en fait, ça a été quelque chose d'important. Pour la suite, je mise beaucoup, en fait, sur cette question de lien, de collectif, d'autonomie. Enfin, je veux dire, le système ne peut pas pallier en fait à ça. Ce truc de lien en plus est quand même très différent suivant où tu vis. Quand tu es
en situation un petit peu précaire ou à la campagne, c'est déjà quelque chose qui est dans l'ADN. Mais tout est fait en fait depuis des années pour nous individualiser. On a perdu en fait cette question de lien, et le lien pour moi est maintenant vraiment essentiel. À quel endroit vous pensez être sorti de votre zone de confort ? J'ai pas tant l'impression d'être sorti de ma zone de confort, mais ça a plus affirmé certaines choses, dans le sens où quand on a vécu des situations de crise, en fait, ça enclenche certains réflexes. Et d'en vivre plusieurs, en fait, ces réflexes se mettent en branle tout de suite. C'est-à-dire qu'on réfléchit peut-être moins et on agit de façon un peu plus instinctive. Je pense que je me faisais déjà confiance par rapport à ça. Et puis, voilà, les choses se font plutôt naturellement, en fait, en réalité. Enfin, tu réfléchis pas, tu fais. Du coup, ça n'a pas nécessité d'efforts particuliers ? Moins de place au superflu, mais je pense que c'est aussi une des leçons, en fait, de cette situation. On se fait beaucoup parasiter par beaucoup de choses qui prennent trop de place, en fait. Ça permet un peu de recentrer, je pense, sur l'essentiel, enfin, de se poser les bonnes questions, d'arrêter de se chercher une légitimité dans tout, parce qu'on est tous légitimes, en fait, quoi. C'est peut-être aussi une question d'âge, mais au bout d'un moment, on se connaît aussi, et on sait qu'on ne va pas faire des erreurs monumentales, et si on en fait, en fait, qu'on va pouvoir réajuster le tir. Enfin, je pense qu'à un moment, il faut pouvoir se faire confiance aussi. Je pense que le vrai effort, ça a été vraiment de canaliser la colère et de rationaliser la culpabilité, dans le sens où tout était sujet à colère. C'est-à-dire que dans les discussions, dans les personnes que j'ai pu rencontrer, il y a une vraie colère et qui est légitime et qui est justifiée en fait réellement. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette colère ? On peut en faire un moteur, c'est pas facile forcément. Pas que ça déborde mais ouais, spécialement moi je trouve les premières semaines, tout était sujet à pleurer de rage en fait, sur les annonces, sur le mépris, sur les mensonges, c'était compliqué. Et sur les questions de culpabilité, ouais, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les discussions. Mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se mobilisaient 12 heures, 14 heures, 16 heures par jour en fait, pour les plus démunis qui sont elles-mêmes au RSA, en fait, qui avaient autant de culpabilité, de gens qui restaient chez eux, qui se sentaient un peu impuissants. Alors je ne sais pas si c'est un petit peu comment dire, des éducations judéo-chrétiennes où on nous apprend bien à culpabiliser. Mais encore une fois, c'est trouver sa place là-dedans. Voilà, on ne demande pas de soulever des montagnes, hein. C'est juste de pouvoir faire un tout petit peu en fait à son niveau et de dire on va dire j'aurais pu faire tellement plus. Pendant le confinement, comment vous avez poursuivi votre pratique photographique ? J'ai fait faire au départ. J'ai monté un groupe photo privé sur Facebook qui s'appelait Apocalypse Now, qui était un journal de confinement. Donc c'est quelque chose que je réservais un petit peu aux amis, parce que je voulais que ça reste voilà, il y a aussi un petit peu la question de droit à l'image et que c'est aussi quelque chose de personnel de documenter son quotidien, son intérieur. Finalement, les amis des amis, en fait, qui l'ont fait, ça a été très intéressant de voir comment les gens l'ont vécu. Et en parallèle, j'ai mené une action avec un collectif citoyen, où là, c'était pas vraiment le cœur de mon métier, c'était de la logistique, de produits de première nécessité, de la gestion d'ateliers de couture, mais parce que c'est ce qui était à faire et que ça répondait aussi à une urgence, et ça s'est fait plutôt naturellement. Toutes les personnes qui passaient, c'était des personnes qui travaillaient en veille sociale dans des collectifs citoyens, c'est-à-dire qui faisaient de la maraude. On avait ce truc-là, on a installé un canapé où aussi les journées étaient dures, les histoires étaient compliquées. Et ce coin, de prendre un café, d'en discuter, en fait, ça permettait aussi un petit peu d'évacuer. Et au bout d'un moment, on a décidé de dire, ce serait quoi, en fait, là, maintenant, le mot qui symboliserait la situation pour toi. Et avec des chutes de masques, on a décidé de l'inscrire sur un masque et de se prendre en photo et de répondre à quelques questions, si justement de garder cette trace. Et c'est devenu le projet Memento. Mais où justement ma pratique photographique, c'était finalement ça, de pouvoir garder une trace où les gens l'alimentent d'eux-mêmes
et puis de garder cette trace-là, de cet instant T, de la réflexion personnelle de tout ce bordel, en fait, quoi. Vous partagez une image qui est du coup tirée de ce projet Memento. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Le portrait, c'est Christopher Madden, hein. C'est le président d'une association qui s'appelle les Lousquetaires, en fait, qui aide aux plus démunis et à leurs animaux. C'est là où la photographie est vraiment chouette dans les questions de rencontre. C'est que c'est des personnages, des modèles uniques. C'est un ancien militaire, Asperger, qui a une carte autour du cou et qui gère un peu sa marque de fabrique qui rencontre. Il monte la carte, il dit bon, je suis ancien militaire et je suis Asperger. Mais par contre, ouais, ça fait partie de ces gens qui ont soulevé des montagnes. On n'imagine pas, en fait, à Strasbourg comme d'autres villes, comment toutes ces actions solidaires, en fait, ont permis de maintenir à ce qu'on ne tombe pas dans un drame humanitaire. Il y a une allocation de notre président qui disait « nous avons fait », mais non, c'est beaucoup les citoyens, en fait qu'on ne tombe pas dans des drames humains. Et Christopher, c'est un des premiers que j'ai photographié, donc c'était encore pendant le confinement. Son texte était Misère, et il reprend les propos de Coluche, un truc un peu générationnel, et il parle d'une famille géorgienne qu'il avait rencontrée lors du confinement. C'est tant Christopher, mais c'est aussi toutes ces personnes qui ont vraiment œuvré, en fait. Cette action-là, on l'a fait de façon un peu clandestine, entre guillemets. Des gens comme Christopher et comme plein d'autres qu'on a croisés, c'est pas des gens qui le font pour se montrer ou pour gagner une place au paradis, en fait, qui le font parce que c'est dans l'ADN, parce que c'est normal, et ça revient à ce que je disais un petit peu au début, cette notion de collectif, c'est pas un truc romantisé, en fait. Ça doit se faire naturellement, en fait, et je pense que c'est aussi ça qui peut nous sauver, en fait, de pouvoir le faire ensemble. Seul, on va spécialement, quand on est précaire, ouais, ça peut devenir très compliqué. Vous avez rapidement parlé de ce projet-là, Memento, mais est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ? C'est déjà pour moi, en fait, un devoir de mémoire, qu'on garde cette trace. C'est que même moi, en fait, j'ai du mal à me souvenir. Puis quand je reviens, moi, je me rappelle pourquoi j'étais en colère, pourquoi j'ai culpabilisé. Ouais, cette colère-là, je parle de moteur, en fait, faut pas... Moi, en ce qui me concerne, je veux me souvenir pourquoi je suis en colère et en faire quelque chose. Déjà ça, en fait, ces témoignages qu'on les venant de soignants dans des EHPAD, dans des quartiers prioritaires, enfin partout, en fait. Qu'on ait une trace de ça, on va le regarder très différemment, même dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Voilà, faut pas qu'on oublie. Et après, c'est aussi un vrai vecteur de parole. Je disais, il y a plein d'endroits... on n'a pas demandé l'avis aux gens dans les quartiers prioritaires, dans les EHPAD, comment ils l'ont vécu. Toutes les premières lignes au sens large, c'est-à-dire autant les soignants, je dirais plutôt les soignantes, les caissières, c'est un peu des gens qui ont sauvé notre cul, quand même, on peut le dire. Enfin, on ne donne pas forcément la parole aux bonnes personnes. Je pense que tout le monde devrait avoir droit à la parole, donc c'est... Ouais, que ça reste un petit peu ouvert. Puis il y a des gens qui disent ouais, on a plein de choses à dire, et c'est vrai, ouais. Et tout le monde a quelque chose à dire, en fait, par rapport à ça, quoi. Donc, voilà, on sait tous qu'on est dans un truc un peu schizophrène, et que finalement, depuis le retour, on a toujours cette espèce de persistance rétinienne de tout ça, en fait, qui est un peu inconfortable et gênante, et on peut en parler. Ouais, donc c'est ça, de la mémoire et de la parole. Savoir ce que j'en fais, j'en sais rien, en fait, en réalité. Je pense que c'est important de le documenter maintenant. On verra la forme que ça prend. Je dirais, on marche à vue. Le long terme, tu vois, c'est quoi aujourd'hui? C'est 3 mois, 6 mois, c'était extrêmement optimiste, mais tout va changer. Il va falloir s'adapter, être créatif et veiller, ouais, aussi beaucoup les uns sur les autres. Violaine Choussonnet, qui vous a précédé, pose la question suivante. Quels sont, selon vous, les changements en bien et en mal que cette crise pourrait apporter à notre monde ? En mal, c'est ce que ça va amener, c'est tout. Ça va être le merdier, en fait, entre les questions de récession, tout ce que ça va amener. Enfin, on va en prendre pour des années. Malgré ça, cette situation, moi, j'avais comme une chance. C'est-à-dire que j'ai tous... Enfin, il n'y a plus de zone grise, tu vois, dans le sens où
T'es un peu obligé de te positionner, quoi. J'ai l'impression qu'on a tous été mis au coin, tu sais, qu'on a été punis. Je dis, ouais, tu réfléchis un petit peu. Quand je dis tu, c'est toi individuellement, collectivement. Donc, ouais, je pense qu'il faut en faire quelque chose. Et je pense qu'il y a du mouvement. C'est pas un mouvement général, mais il y a beaucoup de choses qui s'amorcent. Et c'est ça, c'est la résilience. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en fait? Comment on ajuste le tir individuellement dans nos actes, collectivement dans nos choix. Et ouais, on arrête un peu les conneries, quoi. Je pense qu'on peut en parler, en fait. Il faut en parler. Mais il faut faire aussi. Et on peut en parler et faire en même temps. Et se planter et se dire, mais ouais, bouger. Et là, je pense qu'il faut vraiment bouger. Tout ce qu'on nous prédit depuis justement les années 60, ce ne sera pas dans 10 ans, dans 20 ans. C'est là, on y est. Il va falloir y faire face. Et ouais, commençons maintenant. Quelles questions aimeriez-vous poser au photographe de la semaine prochaine? Bonjour, ami photographe. Alors moi, je vais poser 2 questions. Tu peux en répondre à une seule ou aux 2, si tu le souhaites. Ça va être la question du projet Memento. Quel serait, selon toi, en fait, le mot qui résumerait, à titre personnel, la situation générale? Et la deuxième question serait, quelle réflexion t'a apporté cette situation? Merci beaucoup Dominique d'avoir partagé votre expérience et vos ressentis. Merci Bruna. À mardi prochain pour un nouveau témoignage et pour écouter la réponse à la question de Dominique Pichard.